En 1938, la ville de Buenos Aires brillait comme un phare de culture, de prospérité et d'espoir en Amérique latine. Avec son théâtre animé, ses cafés remplis d'intellectuels et ses rues bourdonnantes d'activités, la capitale argentine était connue comme le Paris de l'Amérique du Sud, un paradis pour le talent et la créativité dans un monde en constante évolution. Mais derrière cette façade de prospérité et de progrès, une réalité complexe et évolutive se cachait, car au milieu des tensions politiques et sociales, et dans un contexte d'influence croissante du nazisme en Europe, l'Argentine était confrontée à son propre défi, la montée de l'extrémisme et de l'intolérance sur son propre sol. Le 23 novembre 1938, au stade Luna Park de Buenos Aires, connu pour ses événements sportifs et ses spectacles de divertissement, il est devenu l'épicentre d'une manifestation idéologique qui allait susciter à la fois des passions et des inquiétudes en raison du fait que des milliers de personnes se sont rassemblées à l'extérieur du stade. Venant de différentes couches sociales et avec une variété de motivations pour être présents à ce moment historique. À l'intérieur du stade, l'ambiance était électrique, chargée d'émotions et de ferveur. Les participants se sont rassemblés pour entendre des discours et des messages célébrant l'idéologie nazie et glorifiant le régime d'Adolf Hitler. Tout cela était dû au fait que dans ce stade se déroulait un rassemblement organisé par le groupe germano-argentin hitlérien, AGDAH, une organisation nazie active en Argentine à l'époque. Cet événement, connu sous le nom de Concorde Rally, est devenu une démonstration publique de soutien au régime nazi d'Adolf Hitler, dans un contexte d'influence croissante du nazisme en Europe et de ses ramifications mondiales. En seulement 7 ans, du fervent rassemblement nazi à Luna Park au dernier soubresaut déchirant de l'Allemagne nazie dans les rues de Berlin, le monde a été témoin d'un changement sismique qui allait se répercuter au fil des décennies. Alors que le rassemblement nazi à Luna Park en 1938 représentait l'apogée des sympathisants du régime en Argentine, en Europe, en 1945, la chute imminente de Berlin annonçait l'effondrement inévitable de la machine de guerre nazie. Les troupes soviétiques, déterminées à remporter la victoire finale, avançaient sans relâche dans les rues de Berlin, faisant face à une résistance farouche de la part des défenseurs allemands. Au cours de cette bataille sanglante, le bilan humain a été déchirant, avec des milliers de soldats et de civils pris entre deux feux. D'une part, les défenseurs se retranchent dans des positions fortifiées et, déterminés à se battre jusqu'au bout, lancent une défense désespérée contre l'avancée soviétique. Les rues sont devenues des champs de bataille mortels, où la vie et la mort se décidaient en quelques secondes. Chaque rue, chaque bâtiment est devenu un point féroce pendant la lutte pour le contrôle de la ville. Les soldats se sont battus courageusement et avec sacrifice, faisant face à la brutalité de la guerre urbaine, alors qu'ils cherchaient à gagner du terrain contre un ennemi déterminé à résister jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'à ce qu'après de violents combats entre les derniers défenseurs de Berlin et l'armée rouge, le 2 mai 1945 à 2h50 du matin, le général Helmut Weidling, qui fut le dernier commandant de la défense de Berlin, offre la reddition inconditionnelle de la capitale allemande au général Tchouikov. Tout était fini. Les Alliés avaient gagné la guerre en Europe, et il n'y avait pas de salut pour l'avenir que le Führer avait prévu pour le Reich de 1000 ans. Devant les sombres perspectives qu'ils entrevoyaient déjà, de nombreux officiers allemands avaient planifié leurs évasions à l'avance, afin d'éviter d'être condamnés par les Alliés lors des procès à venir. Avec de nombreuses options de pays disponibles sur la table tels que l'Espagne, les États-Unis, le Brésil, le Canada, etc. Parmi les candidats se trouvait un pays situé à la pointe de l'Amérique du Sud, un pays relativement isolé géographiquement et avec une politique similaire à celle du Troisième Reich. Avec ses avantages et d'autres considérés par les nazis, nous avons pu trouver une réponse à la question célèbre et controversée. L'exil des ténèbres, l'Argentine et la fuite des nazis. Le 4 juin 1943, le deuxième coup d'État a eu lieu en Argentine, connu sous le nom de « Révolution des 43 », dirigé par un gouvernement militaire nationaliste. Ce gouvernement est venu avec différentes idées à mettre en œuvre. L'une d'entre elles était de maintenir la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que ces changements se produisaient en Argentine et dans le monde, une figure importante et controversée allait émerger. Juan Domingo Perón,
un militaire qui avait été nommé à un poste secondaire pendant la Révolution de 43 et qui allait acquérir une influence importante après être passé par différentes positions politiques. Au début des années 1944, après que l'Allemagne nazie ait perdu des batailles majeures contre l'Union soviétique à la fin des années 1943, comme la bataille de Koursk ou la bataille du Dniepr, le monde savait que l'Allemagne était sur le point de perdre la guerre et la pression des États-Unis pour que l'Argentine abandonne sa neutralité était irrésistible. Ainsi, le 26 janvier 1944, le gouvernement militaire de l'Argentine rompit ses relations avec l'Allemagne et le Japon. Ces événements ont produit une division importante dans le gouvernement militaire argentin instable, qui s'est terminée par la démission du président de l'époque, le général Pedro Pablo Ramirez, qui a présenté sa lettre de démission le 24 février 1944. Immédiatement, le 25 février 1944, le vice-président général Edelmiro Farrell assuma la présidence, qui nomma plus tard Juan Domingo Perón vice-président de la nation. Face à ce nouveau gouvernement Farrell-Perón, la société argentine était divisée entre ceux qui soutenaient la politique de Perón, se qualifiant eux-mêmes de péronistes, et l'opposition à ce gouvernement, les anti-péronistes. Après une marche massive le 19 septembre 1945, le nouveau gouvernement commença à décliner et, en octobre, un coup d'État militaire arrêta Juan Domingo Perón, le plaça en détention, le mit à la retraite et l'emmena sur l'île Martín García. Le 17 octobre 1945, il y a eu une marche massive en soutien à Perón et en raison de fortes pressions, le gouvernement provisoire a été contraint de négocier sa liberté et quelques jours plus tard, le 24 février 1946 a été fixé comme date pour les prochaines élections dans le pays. De cette façon, à cette date, Juan Domingo Perón finirait par remporter les élections et être élu président de la nation. En 1939, Perón est arrivé à Gênes à bord du paquebot Comte Grande, quelques mois avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Affecté au commandement de la division andine tridentine, Merano Bolzano, à la division d'infanterie de montagne de Pinerolo dans le Piémont et à l'école d'alpinisme d'Aoste dans les Alpes, il est également brièvement affecté à l'ambassade à Rome. Au cours de son séjour, le président argentin suivant était convaincu que le fascisme était le meilleur système de gouvernement pour équilibrer les relations entre le capital et le travail. Il estimait que l'Argentine était un pays immensément riche, en mesure de résister à la mauvaise gestion de ses ressources. Il est clair qu'au cours de son séjour, les impressions que Perón a reçues au cours de sa mission de 2 ans à l'étranger ont eu une influence décisive sur sa vision du monde et sur sa propre conception du rôle qu'il voulait jouer dans l'avenir argentin, dont il a minimisé la grandeur. Les Ratlines, le réseau d'évasion nazie en Europe. Dans l'Allemagne nazie, depuis 1944, alors que la défaite semblait imminente, des voies d'évacuation avaient commencé à être planifiées et utilisées, en particulier pour les hiérarques et les collaborateurs du régime national-socialiste qui cherchaient à échapper aux épreuves qui les attendaient une fois la Seconde Guerre mondiale terminée. Ces voies d'évacuation étaient appelées Ratlines. Les Ratlines étaient un réseau obscur de complicité utilisé par les criminels de guerre pour s'échapper grâce à leurs liens vers des pays où ils pensaient pouvoir passer inaperçus. Des pays comme l'Espagne, l'Italie et le Vatican se distinguent comme des destinations clés dans ce réseau d'évasion, fournissant refuge et soutien logistique aux fugitifs nazis. L'un des principaux réseaux clandestins était basé sur des mécanismes complexes dans le but de permettre aux Allemands et autres criminels de guerre de s'échapper vers l'Espagne, où ils ont trouvé refuge ou ont été envoyés dans d'autres pays afin d'échapper à la justice internationale. L'une des destinations les plus importantes était l'Espagne, dirigée par Francisco Franco, qui était resté neutre pendant le conflit malgré sa sympathie pour les puissances de l'Axe. Cette neutralité a permis à l'Espagne de maintenir des relations commerciales avec les deux parties au conflit et d'éviter les ravages subis par de nombreux autres pays européens. Cependant, à la fin de la guerre, de nombreux dirigeants nazis et leurs collaborateurs ont été confrontés à la perspective d'être jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Face à cette situation, ils ont désespérément cherché des voies d'évacuation pour éviter d'être capturés et jugés.
L'Espagne, avec sa neutralité pendant la guerre et un régime politique autoritaire proche du fascisme, est devenue une destination attrayante pour ceux qui fuyaient la justice. Francisco Franco a joué un rôle fondamental dans la facilitation des filières de rats dans le pays. Bien qu'officiellement l'Espagne maintienne sa neutralité, Franco est favorable à l'Axe et montre sa volonté de fournir un refuge aux criminels de guerre nazis. Les méthodes utilisées pour mener à bien ce réseau clandestin étaient la falsification de passeports et d'autres documents d'identité, afin de fournir de nouvelles identités à des fugitifs ou à des collaborateurs allemands. Ces documents leur permettaient de traverser les frontières sans éveiller les soupçons des autorités. L'Église catholique en Espagne a également été impliquée dans ces réseaux obscurs, fournissant de faux documents et de faux contacts au sein de ce mécanisme complexe. Certains fonctionnaires du gouvernement franquiste et des services de renseignement espagnols ont collaboré activement à la facilitation des ratlines. En échange d'informations et de faveurs politiques, ils ont permis à des criminels de guerre d'entrer et de transiter par le pays. De nombreuses personnalités importantes ont participé à ces ratlines, l'une d'entre elles étant l'évêque catholique autrichien Alois Udal, qui était une figure centrale dans les ratlines. Udal opérait depuis Rome, où il était recteur de l'Institut pontifical teutonique. Il a utilisé sa position pour aider de nombreux criminels de guerre nazis à s'échapper par des routes qui passaient par l'Espagne. Il est crédité d'avoir délivré de faux documents de voyage et d'avoir coordonné ces activités avec d'autres réseaux clandestins. Une autre figure influente dans les réseaux souterrains était Otto Skorzeny, qui était bien connu pour ses incroyables opérations pendant la guerre en tant que colonel commandant la Waffen-SS. Il a également joué un rôle important dans les filières de rats, car après la guerre, Skorzeny a aidé à organiser l'évasion d'autres dirigeants nazis vers l'Espagne, l'Argentine, les États-Unis, etc. En Italie, les ratlines étaient également un phénomène historique fascinant et obscur, en raison du nombre de personnalités et d'institutions importantes impliquées dans les réseaux clandestins. L'un des principaux organisateurs des filières en Italie était Krunoslav Draganović, un prêtre croate ayant des liens avec l'Église catholique et la Croix-Rouge internationale. Draganović a coordonné la délivrance de faux documents et l'organisation de voies d'évasion à travers les Balkans vers l'Italie. Herbert Kappler, un officier SS chargé de la sécurité à Rome pendant l'occupation nazie de la ville, était l'un des criminels de guerre les plus recherchés au lendemain de la guerre. Cependant, il a réussi à s'échapper de sa prison en Italie à l'aide de filières de rats et s'est finalement réfugié en Allemagne. En plus de certains individus, plusieurs réseaux clandestins opéraient en Italie pour faciliter l'évasion de criminels de guerre. Ces réseaux comprenaient des membres de l'Église catholique, de la Croix-Rouge, des responsables du Vatican, d'anciens militaires et d'autres collaborateurs volontaires. Il convient de mentionner, aussi incroyable que cela puisse paraître, que de nombreux monastères et couvents en Italie ont fourni un refuge aux fugitifs, en particulier ceux qui étaient liés à l'Église catholique. Ces endroits offraient sécurité et anonymat aux criminels de guerre en fuite. Ratline, la route d'évasion nazie vers l'Argentine et ses collaborateurs. Dans le contexte international de l'après-guerre, les renvois vers l'Argentine ont facilité l'arrivée de nazis et d'autres criminels de guerre dans le pays après la fin de la Seconde Guerre mondiale, leur offrant un refuge et évitant ainsi la justice internationale. Ce pays d'Amérique du Sud, avec son vaste territoire, ses ressources naturelles et son histoire d'immigration européenne, est devenu une destination attrayante pour ceux qui cherchaient à échapper à la justice internationale par le biais de ces réseaux clandestins. Pour faciliter l'évasion des criminels de guerre, de faux passeports, visas et autres documents d'identité ont été délivrés aux fugitifs et obtenus par le biais de réseaux dans des pays comme l'Espagne, la Suisse, l'Italie et ailleurs pour fournir de nouvelles identités aux fugitifs. Ces documents leur ont permis d'entrer en Argentine sans éveiller les soupçons. L'arrivée des fugitifs dans le pays d'Amérique latine s'est faite par des bateaux qui suivaient des routes clandestines. Ces navires variaient en taille et en type, allant de petits bateaux de pêche à de plus grands navires marchands. Certains nazis fugitifs ont réussi à traverser l'Atlantique dans des embarcations de fortune ou dans des conditions précaires, risquant ainsi leur vie. Les itinéraires utilisés variaient également, mais suivaient généralement une route vers le sud depuis l'Europe,
évitant les contrôles et les patrouilles des autorités portuaires. Certains fugitifs ont embarqué dans les ports de pays où les filières avaient une plus grande complicité, comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, où ils ont constaté un plus grand laxisme dans les contrôles de sortie. Une fois en haute mer, les navires ont dû naviguer sur les dangers de l'océan Atlantique, notamment les tempêtes et les rencontres avec les patrouilles navales des différents pays qui ont pu les identifier et les capturer. Certains nazis en fuite ont opté pour des itinéraires plus longs et moins fréquentés pour éviter d'être détectés, tandis que d'autres ont pris le risque de traverser directement de l'Europe vers les côtes argentines. Une fois arrivés en Argentine, les nazis fugitifs ont trouvé un pays accueillant, avec une grande population d'immigrants européens et une politique de neutralité qui leur a permis de s'établir sans craindre d'être extradés. De plus, ils ont bénéficié de l'aide de réseaux de soutien locaux et internationaux qui leur ont fourni un abri, des documents falsifiés et d'autres ressources nécessaires à leur établissement dans ce pays d'Amérique du Sud. Le président argentin Juan Domingo Perón a joué un rôle central dans l'acheminement des filières vers l'Argentine. Grâce à sa politique d'asile politique et à sa sympathie pour les idéologies fascistes, Perón a permis à de nombreux criminels de guerre nazis et à leurs familles d'arriver dans le pays. Au cours de son premier mandat présidentiel dans les années 1940, le président argentin de l'époque a établi des liens diplomatiques et commerciaux avec les pays européens, y compris ceux qui avaient été des alliés de l'Axe pendant la guerre. Cette politique de neutralité a permis à l'Argentine de devenir une destination attrayante pour les personnes recherchées pour crimes de guerre, car le pays n'avait pas de traité d'extradition avec d'autres nations et offrait un refuge sûr à ceux qui fuyaient la justice. Il a été suggéré que Perón et son épouse, Eva Perón, étaient sympathiques à l'idéologie fasciste et entretenèrent des relations cordiales avec les membres de la communauté allemande en Argentine. C'est eux qui a facilité l'entrée des nazis dans le pays. En outre, il y a eu des spéculations selon lesquelles certains responsables argentins, peut-être à la connaissance ou avec l'approbation de Perón, ont fourni de faux documents et une assistance logistique à des criminels de guerre pour faciliter leur entrée et leur séjour en Argentine. Perón n'était pas le seul responsable gouvernemental à faciliter l'entrée de criminels de guerre, car parmi eux se trouvent des politiciens proches de son entourage, tels que Carlos Fuldner, un diplomate argentin qui a été consul à Hambourg, en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été accusé d'avoir collaboré à la délivrance de faux documents pour des nazis en fuite et d'avoir facilité leur entrée en Argentine. Après la fin de la guerre, Fuldner a poursuivi sa carrière diplomatique en Argentine. L'héritage nazi en Argentine, vie cachée, capture et destination finale. Au cours de la période d'après-guerre, une grande variété d'officiers nazis de haut rang avaient choisi l'Argentine comme destination finale sur les voies d'évasion. Pendant le conflit, avec le grade d'Obersturmbannführer, lieutenant-colonel dans la Schutzstaffel SS, Adolf Eichmann, dont la participation à la solution finale a été significative et a joué un rôle crucial dans l'organisation et la mise en œuvre logistique de l'Holocauste, il a supervisé la déportation des Juifs de toute l'Europe vers les camps de la mort, principalement en Pologne, où des millions de personnes ont été tuées dans les chambres à gaz. Il a utilisé sa position pour organiser efficacement la collecte, le transport et l'extermination des victimes juives, faisant preuve d'une efficacité bureaucratique remarquable dans la mise en œuvre de la politique génocidaire du régime nazi. Après la défaite de l'Allemagne en 1945, Eichmann s'est caché en Allemagne en utilisant de fausses identités et l'aide de réseaux d'anciens nazis et de sympathisants qui l'ont aidé à échapper à la justice alliée. Pendant ce temps, les autorités alliées ont lancé une recherche intense de criminels de guerre nazis, mais beaucoup ont réussi à s'échapper grâce à la confusion et au chaos de l'après-guerre. L'un d'entre eux étant Eichmann, qui aurait passé un certain temps à se cacher dans divers endroits en Europe, jusqu'à ce qu'il réussisse à trouver refuge en Argentine, un pays qui à l'époque était connu pour sa politique de la porte ouverte pour les ex-nazis et autres criminels de guerre recherchés. Au milieu des années 1940, Eichmann a déménagé en Argentine, qui, à l'époque, était sous le règne de Juan Domingo Perón. Ce pays offrait un refuge à de nombreux criminels de guerre nazis grâce à des politiques d'immigration laxistes et à la complicité de certains secteurs du gouvernement et de la société. En 1950,
Eichmann a réussi à obtenir des documents de voyage qui lui ont permis de se rendre en Argentine. Il s'installe d'abord en Italie, où il obtient un faux passeport sous le nom de Ricardo Clément. Sous cette fausse identité, Eichmann arrive en Argentine en juillet 1950 et s'installe à Buenos Aires, la capitale du pays. Une fois en Argentine, Eichmann a vécu discrètement sous sa fausse identité, essayant d'éviter d'être détecté par les autorités alliées et les chasseurs de nazis sur sa piste. On pense qu'il a occupé plusieurs emplois, gardant un profil bas tout en continuant à se cacher de ceux qui le cherchaient. Pendant plus d'une décennie, Eichmann a vécu en Argentine, jouissant d'une relative tranquillité alors qu'il échappait à la justice pour ses crimes. Cependant, sa période d'impunité a pris fin en 1960, lorsque des agents du Mossad ont reçu des informations sur l'endroit où il se trouvait en Argentine. Pendant des mois, les agents israéliens ont surveillé et recueilli des renseignements sur les mouvements et les routines d'Eichmann à Buenos Aires, tout en planifiant soigneusement leur opération de capture. Mais l'un des plus grands défis pour les agents du Mossad était de s'assurer qu'Eichmann soit capturé sans alerter les autorités argentines ou la communauté nazie locale, qui à l'époque avait une forte présence en Argentine. Pour éviter toute complication, la décision a été prise de mener l'opération en secret et sans la coopération du gouvernement argentin. Le 11 mai 1960, une équipe d'agents du Mossad, dirigée par l'agent Peter Malkin, a emménagé dans la maison où Eichmann était censé vivre dans la banlieue de Buenos Aires, à San Fernando. Les policiers ont attendu qu'Eichmann rentre chez lui après son travail dans un bus public, après quoi ils l'ont accosté et l'ont emmené de force dans une voiture. Après une brève lutte, Eichmann a été maîtrisé et emmené à la voiture, où un sac a été placé sur sa tête pour l'empêcher de voir son destin. Les agents l'ont emmené dans un endroit sûr où il a été arrêté et identifié plus tard comme Adolf Eichmann, l'architecte en chef de la solution finale. Eichmann a ensuite été emmené en Israël pour être jugé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et infractions liées à l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Le procès s'est déroulé à Jérusalem entre avril et décembre 1961 et le procès Eichmann a été le premier procès télévisé de l'histoire et a attiré une vaste audience dans le monde entier. La couverture médiatique du procès a permis à des millions de personnes de suivre le procès et d'entendre les témoignages des victimes et des survivants de l'Holocauste qui ont témoigné contre eux. Le procès a été présidé par un tribunal composé de 3 juges israéliens et s'est tenu dans une salle d'audience spécialement construite à Jérusalem. Eichmann était représenté par une équipe d'avocats de la défense, mais le procès s'est principalement concentré sur les allégations portées par le procureur en chef, Gideon Osner, qui a présenté des preuves accablantes de l'implication d'Eichmann dans la planification et l'exécution de l'Holocauste. Au cours du procès, des survivants de l'Holocauste ont témoigné de survivants de l'Holocauste qui ont raconté leurs expériences dans les camps de concentration et d'extermination nazis, ainsi que des preuves directes de l'implication d'Eichmann dans la déportation et le meurtre de millions de Juifs. Eichmann, pour sa part, a défendu ses actions en affirmant qu'il ne faisait que suivre les ordres et remplir son devoir en tant que fonctionnaire du gouvernement nazi. Cependant, le tribunal a rejeté cette défense et l'a déclaré coupable de toutes les accusations portées contre lui. Le 15 décembre 1962, le tribunal a rendu son verdict, déclarant Adolf Eichmann coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de complicité dans le meurtre de millions de personnes. Il a été condamné à mort par pendaison, c'est pourquoi il est mort en 1962. Parmi les nombreux dirigeants nazis qui tentaient désespérément d'échapper à la justice alliée et d'échapper aux conséquences de leurs actes. En tant que médecin à Auschwitz, Josef Mengele, connu sous le nom de l'Ange de la Mort, avait mené des expériences médicales odieuses sur des prisonniers en utilisant des personnes comme cobayes au nom de la science nazie. Après la guerre, Mengele s'est d'abord caché en Allemagne, en utilisant une variété de fausses identités et l'aide de réseaux d'anciens nazis et de sympathisants qui l'ont aidé à échapper à la détection par les autorités alliées qui le recherchaient pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le chemin de Mengele vers l'Argentine a commencé à prendre forme lorsqu'il a rejoint un réseau d'aide pour les anciens nazis en Italie. En 1949, Mengele a fui l'Allemagne et s'est installé à Buenos Aires, la capitale argentine, en utilisant de faux documents de voyage. Une fois en Argentine,
Mengele s'est installé à Buenos Aires et a vécu discrètement sous une fausse identité, essayant d'éviter d'être détecté par les autorités et les chasseurs de nazis. Mais contrairement à d'autres criminels de guerre nazis vivant dans la clandestinité, Mengele a maintenu une vie relativement ouverte dans le pays d'Amérique latine, utilisant son propre nom et fréquentant les lieux publics sans craindre d'être reconnu. Pendant son séjour en Argentine, Mengele a poursuivi sa carrière en médecine, travaillant comme pharmacien dans une pharmacie locale et établissant des réseaux dans la communauté médicale argentine. Bien que sa présence dans le pays soit connue de certains, l'inaction des autorités argentines a permis à Mengele de vivre librement pendant plus d'une décennie sans craindre d'être arrêté. Cependant, la chasse aux nazis finit par rattraper Mengele et, en 1960, des informations sur ses allées et venues en Argentine ont été divulguées. Le Mossad, le service de renseignement israélien, a commencé à suivre ses mouvements et à recueillir des renseignements sur sa localisation à Buenos Aires. Pendant des mois, des agents israéliens ont surveillé et préparé une opération d'infiltration pour capturer Mengele et le traduire en justice pour ses crimes. L'opération visant à capturer Mengele a été méticuleusement planifiée et exécutée en secret. Le 23 juin 1960, une équipe d'agents du Mossad a été envoyée à Buenos Aires dans le but de localiser et de capturer Mengele. Après des mois de surveillance et de suivi, les agents ont finalement identifié la maison où vivait Mengele et ont mené leur opération. Le 17 juillet 1960, un groupe d'agents du Mossad a encerclé la maison où se trouvait Mengele et l'a capturé sans incident. Il a été emmené en lieu sûr où il a été arrêté et identifié plus tard comme étant Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz. Après avoir été capturé par le Mossad en 1960 à Buenos Aires, Joseph Mengele a été brièvement détenu mais a finalement été libéré en raison d'erreurs dans la procédure judiciaire et du manque de coopération des autorités argentines, de sorte qu'il a réussi à échapper à la capture et à continuer sa vie dans la clandestinité pendant plusieurs années encore. Il aurait quitté l'Argentine peu de temps après sa libération et s'est installé au Paraguay, où il a vécu sous une fausse identité et a continué d'échapper à la détection des autorités. Pendant ce temps, il a gardé un profil bas et s'est engagé dans diverses activités pour rester caché. En 1979, Mengele s'est noyé alors qu'il nageait au Brésil. Son corps a été retrouvé et identifié plus tard grâce à des tests ADN en 1985. L'une des principales raisons pour lesquelles tant de criminels ont réussi à échapper à la justice était un homme nommé Charles Fuldner, qui avait rejoint le parti nazi et les SS dans les années 1930. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a occupé plusieurs postes importants dans la SS et a travaillé comme agent de renseignement dans les Balkans et ailleurs en Europe. Fuldner était connu pour sa loyauté envers le régime nazi et son rôle dans l'identification et la persécution des dissidents politiques et des groupes considérés comme des ennemis du Troisième Reich. En plus de tout cela, Fuldner était la liaison entre le gouvernement en Argentine de Juan Domingo Perón et le réseau nazi en Amérique du Sud. Fuldner est arrivé en Argentine dans les années 1940, poursuivant son travail en tant qu'agent de renseignement et établissant un réseau de contacts dans la communauté nazie locale et ailleurs en Amérique du Sud. Grâce à ses relations et à son expérience de l'espionnage et de l'infiltration, Fuldner a aidé de nombreux anciens nazis à s'installer en Argentine et à échapper à la justice pour leurs crimes de guerre jusqu'à sa mort à Buenos Aires, en Argentine, en 1973. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Walter Rauff a occupé plusieurs postes importants dans la SS et comme Eichmann, il a été activement impliqué dans la planification et l'exécution des politiques d'extermination. Son rôle le plus tristement célèbre a été dans le développement et la mise en œuvre des camions à gaz, des véhicules spécialement équipés de systèmes d'étouffement qui ont été utilisés pour exterminer des milliers de personnes, principalement des juifs et des prisonniers politiques, dans des camps de concentration et d'extermination à travers l'Europe. Après la guerre, Rauff s'est d'abord caché en Allemagne, en utilisant de fausses identités et l'aide de réseaux d'anciens nazis et de sympathisants qui l'ont aidé à échapper à la détection par les autorités alliées. Cependant, alors que la pression sur les ex-nazis augmentait et que les efforts pour capturer les criminels de guerre s'intensifiaient, Rauff
a décidé de chercher refuge en dehors de l'Europe et son chemin vers l'Argentine a commencé à prendre forme lorsqu'elle a rejoint un réseau d'aide pour les ex-nazis en Italie. En 1948, Roff s'est échappé d'Europe et a déménagé en Argentine et pendant son séjour dans le pays, le criminel a gardé un profil bas et a évité d'attirer l'attention sur lui. Cependant, sa présence dans le pays n'est pas passée inaperçue auprès de ceux qui ont suivi sa piste et des rapports occasionnels ont émergé sur l'endroit où il se trouvait. Malgré les efforts des autorités alliées et des groupes de chasse nazis pour le capturer, Roff a réussi à échapper à la justice et a vécu en Argentine pendant plus de 20 ans, jusqu'à sa mort au Chili en 1984. Avec un surnom similaire à celui de Mengele, Haribert Heim, connu sous le nom de Docteur Mort, pendant la guerre, il a rejoint la SS et a été affecté au camp de concentration de Mauthausen en Autriche, où il a effectué des expériences médicales aberrantes sur des prisonniers, notamment des amputations inutiles, des injections létales et des dissections sans anesthésie. Après la guerre, Heim a réussi à échapper à la capture et à s'échapper de l'Autriche avant que les autorités alliées ne puissent l'arrêter pour crimes de guerre. En utilisant une variété de fausses identités et l'aide de réseaux d'anciens nazis et de sympathisants, il a trouvé refuge en Amérique du Sud, où il a vécu en Argentine sous le nom d'emprunt de Fernando Gomez. Il arrive en Argentine dans les années 1957, s'installe à Buenos Aires, la capitale du pays, où il vit discrètement sous sa nouvelle fausse identité. Pendant son séjour là-bas, Heim a continué à pratiquer la médecine, travaillant comme médecin dans une clinique privée et a réseauté dans la communauté médicale argentine. Bien que sa présence dans le pays soit connue, les autorités n'ont rien fait à ce sujet. Après avoir vécu en Argentine pendant plusieurs années sous une fausse identité, il s'est installé en Égypte, où il a vécu au Caire jusqu'à sa mort en 1992. Le 24 mars 1944, en représailles à une attaque de la résistance italienne contre les troupes allemandes à Rome, où 33 soldats allemands ont été tués dans l'attaque, les SS, sous les ordres du major Herbert Kappler, ont planifié et exécuté l'exécution sommaire de prisonniers politiques italiens, le massacre étant perpétré dans la fosse ardéatine. Avec le grade de Hauptsturmführer, l'équivalent du grade de capitaine dans la SS, Erich Priebke supervisait la division des prisonniers en groupes et l'alignement de CS groupes devant les fosses. Il était également présent lors des exécutions et aurait même participé activement à l'exécution des victimes. Après la fin des exécutions, Priebke a été impliqué dans des tentatives de dissimulation du crime, aidant à sceller les tombes avec des explosifs et des débris pour empêcher la découverte des corps. Son implication dans toutes les étapes du processus a fait de lui l'un des principaux auteurs du massacre et l'a placé sur la liste des criminels de guerre les plus recherchés après la guerre. Priebke est arrivé en Argentine dans les années 1940 par le biais des Ratlines susmentionnés et s'est installé à Buenos Aires, la capitale du pays, où il a vécu discrètement sous une fausse identité. Une fois en Argentine, Priebke a continué à vivre une vie relativement calme et discrète. Cependant, son passé de criminel de guerre nazi a finalement été mis en lumière dans les années 1990, lorsqu'un journaliste américain a suivi ses allées et venues et l'a confronté à ses crimes dans une interview enregistrée. Les autorités argentines ont finalement pris des mesures contre lui et Priebke a été arrêté en 1994 puis extradé vers l'Italie, où il a été jugé et condamné pour son rôle dans le massacre de la fosse ardéatine. En avril 1945, dans les dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale, le colonel Oberst Hans Ulrich Rudel de la Luftwaffe commandait un escadron de Stukas, Junkers Ju-87, qui était impliqué dans la défense désespérée de l'Allemagne contre l'avancée des forces alliées sur le front de l'Est. Au cours du conflit, Rudel a effectué plus de 2500 missions de combat, principalement sur le front de l'Est, et a été responsable de la destruction de nombreux chars, véhicules blindés et positions ennemies, pour lesquels il a été décoré de la croix de chevalier de la croix de fer, avec feuilles de chêne, épées et diamants, la plus haute décoration militaire de l'Allemagne nazie. Après la capitulation de l'Allemagne, Rudel, conscient des représailles auxquelles les dirigeants nazis et ceux associés au régime nazi pourraient être confrontés, a pris la décision de se réfugier hors d'Europe pour éviter d'être capturé et de faire face à un éventuel procès pour crimes de guerre.
donc à travers les Ratlin, organisés par les ex-nazis et les sympathisants. Ils l'ont aidé à organiser son évasion et son établissement en Argentine, où il a vu une opportunité de reconstruire sa vie et d'éviter la persécution pour ses actions pendant la guerre. Perón et les nazis, des alliances secrètes en Argentine. Ces avantages possibles n'ont pas seulement été laissés dans l'imagination du président argentin, mais ont également été concrétisés. Avec l'arrivée d'importants experts nazis dans le pays, des projets militaires ont été réalisés. L'un des principaux participants au projet Condor était le scientifique allemand Kurt Tank, un ancien ingénieur de la Luftwaffe qui a été recruté par le gouvernement argentin. Tank a joué un rôle crucial dans la conception et le développement des fusées Condor Prum et Condor II, qui ont été utilisées à des fins militaires et scientifiques, y compris la capacité de transporter des charges explosives. Le projet a été motivé par l'intérêt de l'Argentine pour l'acquisition de capacités avancées en matière de missiles et de roquettes, ainsi que par le désir de l'Allemagne d'établir des relations commerciales et technologiques avec le pays sud-américain. L'Argentine, sous Juan Domingo Perón, cherchait à moderniser ses forces armées et à développer des capacités militaires indépendantes, tandis que l'Allemagne, qui était en train de se reconstruire après la guerre, cherchait des opportunités d'exporter la technologie et l'expertise dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale. Le développement du projet Condor a été un processus complexe qui a impliqué une collaboration entre des scientifiques et des ingénieurs argentins et allemands. Des installations de recherche et de développement ont été établies en Argentine, où des tests et des expériences ont été effectués pour perfectionner la conception et la technologie des fusées. En plus de Tank, d'autres anciens nazis allemands ayant de l'expérience dans l'industrie aérospatiale ont participé au projet, apportant leurs connaissances techniques et leurs compétences en ingénierie. Le projet Condor a atteint son apogée dans les années 1960, lorsque des essais en volume des fusées Condor Topper et Condor II ont été effectués. Bien que le projet n'ait jamais atteint son objectif ultime de développer un missile balistique intercontinental, il a été considéré comme un succès en termes d'avancées technologiques et de formation du personnel dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale en Argentine. Des inquiétudes ont également été soulevées quant au rôle de l'Argentine dans l'acquisition de la technologie des missiles et à la prolifération potentielle des armes nucléaires dans la région. Kurt Tank a également joué un rôle important dans le développement du premier avion à réaction argentin, le Pulqui I, qui a été conçu par l'ingénieur argentin Emilio Moriondo, mais a bénéficié des conseils et de l'expérience de l'ancien ingénieur, ainsi que d'autres techniciens allemands dans son développement, qui ont apporté leurs connaissances techniques et leur expérience dans la conception d'avions, pour aider à développer le concept et la conception de l'avion à réaction argentin. Le Pulqui AM, fruit de cet effort commun, effectue son premier volume le 9 août 1947. Il s'agit du premier avion à réaction conçu et construit en Amérique latine et qui marque une étape importante dans l'histoire de l'aviation argentine. Bien que le Pulqui Prum ait eu quelques limites et n'ait pas été produit en série, son développement a jeté les bases des avancées futures de l'industrie aéronautique argentine. La participation de Kurt Tank au projet Pulqui n'était pas seulement importante sur le plan technique, mais elle a également eu un impact significatif sur le développement de l'aviation argentine et sur l'acquisition de connaissances et d'expériences dans le domaine de la technologie aéronautique, car son travail en Argentine a contribué à l'avancement de l'industrie aérospatiale du pays et a laissé un héritage durable dans l'histoire de l'aviation en Argentine. Amérique latine. Le physicien allemand Ronald Richter, qui aurait eu des liens avec les nazis, était l'un des principaux promoteurs du projet Uemul. Le physicien a prétendu avoir travaillé sur le développement de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Il a donc été recruté par le gouvernement argentin et chargé de diriger le projet à la base navale de Uemul, située dans la province de Rio Negro. L'objectif principal du projet était la construction et l'exploitation d'un réacteur nucléaire expérimental sur la base navale de Uemul. Richter et son équipe ont mené des recherches et des expériences pour développer des technologies de fission nucléaire et de réacteurs à fusion contrôlée, ainsi que pour étudier les utilisations potentielles de l'énergie nucléaire dans diverses applications civiles et militaires. Cependant,
Malgré les ambitions et les efforts consacrés au projet Huemul, le programme n'a pas atteint ses objectifs et a finalement été abandonné dans les années 1960, car de nombreux problèmes techniques et financiers ont été rencontrés lors du développement du réacteur nucléaire expérimental et les promesses initiales de Richter sur le potentiel du projet se sont avérées exagérées ou même fausses. Un autre projet important qui a été réalisé a été une initiative lancée par le gouvernement argentin pendant la présidence de Juan Domingo Perón dans les années 1950 pour développer des missiles balistiques à longue portée sous le nom de projet San Jorge. La participation allemande à ce projet remonte à l'après-guerre et est liée à l'arrivée de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens allemands en Argentine, dont beaucoup avaient de l'expérience dans le développement de fusées pendant la Seconde Guerre mondiale, car après la guerre, l'Argentine s'est intéressée à la technologie des fusées, en particulier après que le succès du programme de fusée V2 développé par l'Allemagne ait été connu. De nombreux scientifiques et techniciens allemands qui avaient travaillé sur le programme de fusées allemand se sont retrouvés au chômage après la guerre et ont cherché de nouvelles opportunités dans d'autres pays. On sait que certains de ces scientifiques allemands qui sont arrivés en Argentine après la guerre ont contribué au développement de l'industrie aérospatiale et des fusées dans le pays. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe de l'implication spécifique de ces scientifiques dans le projet San Jorge, il est plausible qu'ils aient apporté leurs connaissances et leur expérience dans le développement des fusées et de la technologie connexe, mais le projet a connu de nombreux défis et difficultés et n'a pas atteint ses objectifs ultimes. Malgré cela, l'implication des scientifiques allemands dans des projets de développement technologique en Argentine, au cours de la période d'après-guerre, reflète l'intérêt du pays pour l'acquisition de connaissances et de technologies de pointe auprès de sources étrangères, y compris celles liées à l'industrie militaire et aérospatiale. L'histoire des officiers nazis en Argentine est également marquée par la controverse et le scandale. Lorsque leurs activités et leurs liens avec le régime d'Hitler ont été mis en lumière, des questions ont été soulevées sur l'éthique et la moralité de l'octroi d'un refuge aux responsables de certains des crimes les plus odieux du XXe siècle. La présence de ces agents dans le pays a suscité un débat fervent et passionné qui a dépassé les frontières du pays. Des rues de Buenos Aires aux tribunaux internationaux, la question de la responsabilité et de la moralité d'accorder un refuge aux personnes impliquées dans des crimes contre l'humanité a résonné dans le monde entier.